Bonjour à tous, à toutes. Première table ronde sur le monde connecté qui va s'appuyer, Franck, effectivement, sur pas uniquement des objets connectés, sur le mobile, des nouveaux services. Et je vais inviter à me rejoindre sur scène Amélie Oudéa-Castéra, qui est en charge du marketing et du digital chez AXA. Isabelle Collin, qui est entrepreneur et qui a développé, dans le cadre de la société écologique, des lunettes connectées. Elle va nous dire un peu quel est l'avenir pour ce type de... Amélie, vous pouvez passer par le... Je suis désolé, je ne veux pas... C'est un peu d'escalade quand même. Ça ne va pas être simple pour Isabelle Collin tout à l'heure. Choisissez, vous avez encore la... Isabelle, vous êtes arrivée? Alors pour information, Isabelle a glissé dans sa salle de bain. Elle n'est pas allée au sport d'hiver. Et c'était il y a 2 jours de ça, malheureusement. Et donc elle nous a rejoint. Quel siège vous irait le mieux? Je vais inviter Philippe Crevoisier, qui est directeur général de l'activité cuiseur chez Seb, Philippe Le Hartel, qui est en charge de l'offre Le Pass chez venteprivée.com, Pierre Jaladi, qui est directeur marketing de BMW, et Jean-Bertrand Hardy, qui est directeur marketing et stratégie de GDF Suez, grand public. Oui, c'est assez... c'est un peu de l'escalade quand même. Bon, je vais me placer au milieu, comme ça ira, on verra un peu mieux. Est-ce que tout le monde a des micros? Non, il y a combien de micros? 2, 3. Vous allez partager entre vous. Très bien. Alors, les objets connectés, le monde connecté, c'est des nouveaux services, une nouvelle relation avec le client, de nouvelles possibilités, c'est de nouvelles activités pour certaines entreprises. On verra notamment avec Vente Privée ou bien avec Seb. Et donc, tout de suite, la France est justement très à l'aise avec tous ces objets connectés. Elle a une imagination sans fin. Et Seb, Philippe Crevoisier, ça va être donc des cuiseurs connectés, des balances connectées. Et sur l'année et demie qui vient, on va avoir de nouveaux produits, nouveaux services, plus de personnalisation pour les clients et peut-être de nouvelles activités que vous allez lancer avec des partenaires sur des plateformes de cuisine connectées. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout ça? Oui, merci. Donc, je suis Philippe Crevoisier, je suis le directeur général de l'activité culinaire électrique du groupe Seb. Donc, en fait... plus que de produits connectés, en fait, c'est pas tellement la connexion qui nous intéresse. C'est plutôt le fait que le produit, moi j'aime bien la parole américaine de smart, qui est difficile d'ailleurs à traduire en français. Réellement, futé, smart, intelligent. Voilà, c'est ça. C'est intelligent, c'est un peu trompeur parce qu'on pourrait croire à de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas vraiment ça non plus, mais ils vont être intelligents. Donc en fait, un produit qui va être plus intelligent, c'est un produit qui va pouvoir communiquer avec vous. Avant, on avait un produit et puis il faisait une fonction. Il faisait ce qu'on s'attendait qu'il fasse. Alors que ce qui va changer, c'est qu'en fait, il va être intelligent, il va être futé, et donc il va pouvoir communiquer davantage avec vous, donc pouvoir beaucoup plus tenir compte de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de faire. Donc en fait, pour nous, ma division s'appelle culinaire électrique, donc c'est tout ce qui est dans la cuisine, c'est tout ce qui a une prise et que vous trouvez dans votre cuisine. Donc l'idée principale, ça va être de se dire, ok, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la cuisine et donc ils ont envie de se faire plaisir ou de se faire un petit plat rapide et donc on va les aider à réussir leurs recettes. On va les aider à réussir leurs recettes en fonction de ce qu'ils recherchent, en fonction de qui ils sont, de quel type de problème ils peuvent avoir, de quel type de goût ils peuvent avoir, et donc de créer tout un tas de services autour de cette intelligence du produit. Alors, mais c'est un produit, c'est pas n'importe quoi. Par exemple, aujourd'hui, vous avez lancé Cookéo, qui est le premier cuiseur connecté, 5000 unités à la vente fin décembre, 5000 unités vendues, c'est un cuiseur qui est connecté à Internet par l'intermédiaire d'une tablette et on a tout un ensemble de recettes qu'on peut gérer au travers de cette tablette. Oui, tout à fait. Donc en fait, tous nos produits principaux seront connectés. Un des premiers que nous avons connecté, c'est un peu emblématique quelque part, puisqu'en fait c'est une cocotte minute électrique, pour résumer. Donc en fait, les produits qui vont être connectés, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une large palette de recettes. Donc en fait, tous les produits qui vont être connectés, c'est des produits qui à la base peuvent réaliser beaucoup de recettes. Donc ça va être le cas, c'est le cas de Cookéo connecté. On était un peu timide, on n'était pas sûr que ça allait marcher, donc on en a juste lancé 5000 en décembre, et puis comme tous les produits technologiques, on était aussi un peu en retard, faut dire ce qui est. Donc c'était tout nouveau pour nous, et donc effectivement, en 15 jours, pratiquement tout était parti. Donc il y a un vrai intérêt sur les produits
connectés. Les retours à travers les blogs, etc., sont très bons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien que les utilisateurs, ce qui les intéresse, c'est pas trop le côté connecté, le côté tech, mais c'est réellement, effectivement, de pouvoir avoir un outil qui va leur faciliter la vie. Hein. C'est bien. Très bien, un petit coup de pub, effectivement. Et un des avantages de ce cuiseur connecté, c'est notamment qu'on peut changer, si on attend 5 personnes et pas 4 comme c'est indiqué dans la recette, le cuiseur vous dit, ben voilà, il vous faut plutôt telle quantité d'ingrédients. Oui, ben c'est ce que je disais au début. En fait, tous les gens qui cuisinent, ils parlent une langue. Tous les gens qui cuisinent, ils parlent une langue qui s'appelle la recette. Et en fait, quand vous prenez un bouquin de recettes, vous avez une recette, qui est la recette qui a été pensée par la personne qui a écrit cette recette. L'avantage de faire de la recette intelligente, c'est qu'effectivement, elle va comprendre qui vous êtes, elle va comprendre ce que vous voulez, et elle va s'adapter. Donc on va passer d'une recette qui a été écrite par quelqu'un à quelque chose qui est ma recette. Ma recette, c'est celle qui correspond à mes goûts, c'est celle qui correspond à mes problématiques éventuellement, c'est celle qui correspond éventuellement à ce que j'ai dans mon frigo, c'est celle qui correspond à ce que j'aime bien approvisionner à côté de chez moi, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des ingrédients qui sont des ingrédients qui ont été cultivés à 1 kilomètre de chez moi, donc je vais utiliser ceci. Et la recette, effectivement, va tenir compte de tous ces éléments-là et s'adapter pour que ce soit votre recette. Très bien. Alors justement, vous passez à la deuxième étape là, de votre stratégie, puisque ce cuiseur connecté, mais il ne va pas être le seul, il va y avoir une friteuse connectée, une balance connectée pour les aliments. Tout ça va donc être raccordé sur une plateforme de cuisine connectée, je crois que ça s'appelle Open Food System. Open Food System. Et donc on va retrouver sur cette plateforme, qui n'est pas une plateforme américaine pour une fois, des grands chefs, cuisiniers qui vont proposer, j'imagine, des recettes, et aussi des partenaires, voire vous allez pouvoir faire de la publicité via ces canaux. Donc l'idée de l'ensemble du système, c'est qu'en fait, quand vous faites une recette, évidemment vous utilisez un produit, vous utilisez une langue qui est la recette, mais vous utilisez aussi des ingrédients. Et donc en fait, l'idée, c'est de donner effectivement une plateforme qui permette aussi bien aux fournisseurs d'ingrédients qu'aux fournisseurs de produits, qu'aux gens qui parlent la langue recette, de se retrouver et puis de proposer tous ensemble des services aux gens qui vont venir sur cette plateforme. Donc effectivement, c'est pas une plateforme généraliste du type de ce que vous pouvez connaître avec des Facebook, avec des Google, etc. Mais c'est une plateforme qui sera totalement orientée culinaire. Donc c'est l'idée de faire Open Food System. Open parce qu'elle sera totalement ouverte. Quelques industriels ou quelques start-up qui est intéressé par le culinaire pourra entrer sur cette plateforme et proposer des services, tester également des services sur cette plateforme. Je pense que c'est très intéressant parce que si vous voyagez beaucoup dans le monde entier, c'est un peu difficile quand on est français, c'est pas toujours simple, mais quand on parle cuisine, tout de suite, alors là c'est formidable, on est reconnu, on est accepté, donc je crois qu'il y a une carte à jouer en termes de gastronomie, en termes de culinaire digital qui pour la France est énorme. Très bien, merci Philippe Croiset. Donc plateforme ouverte qui vous permettra éventuellement, vous disiez, de commercialiser de la publicité, ce qui n'est pas forcément ce que vous faisiez jusqu'à présent, Seb. Oui, enfin commercialiser de la publicité. Disons qu'après, les business models aujourd'hui autour de tout ça, on ne les connaît pas réellement. Donc effectivement, il y a des aspects publicitaires qui sont possibles. Il est clair qu'au moment où effectivement vous avez une publicité, au moment où vous avez une recette, vous pouvez conseiller éventuellement certains ingrédients et des choses comme ça. Donc c'est sûr que dans l'interactivité, il y aura aussi quelque chose qui ressemblera à de la publicité probablement. Très bien, merci bien. Je me tourne vers Jean-Bertrand Hardy, GDF Suez, grand public. Cette plateforme ouverte, vous aussi, vous êtes pour. Alors aujourd'hui, les objets connectés, les services connectés, ça a démarré déjà depuis 1 an chez GDF Suez. Thermostat connecté, qu'est-ce que vous avez d'autre dans les tuyaux ? Alors, d'abord, bonjour à tous. En termes de marque, puisqu'on en a parlé, GDF Suez en France, sur le grand public, c'est Dolce Vita, marque sur laquelle nous commercialisons des offres d'énergie, et c'est Savelis, marque sur laquelle nous commercialisons des systèmes de chauffage et des services de maintenance. Alors effectivement, nous nous sommes lancés dans l'aventure des objets connectés depuis 2010 en fait, avec des objets qui ne sont pas les plus glamour, hein. On n'est pas dans l'autocuiseur, on est sur le comptage connecté.
et sur le thermostat connecté. Néanmoins, si ce n'est pas très glamour, c'est très utile, puisque un comptage connecté, ça permet d'avoir de l'information en continu sur les niveaux de consommation de nos clients, et à partir de ces informations en continu, on est capable de délivrer des conseils de façon à l'aider à maîtriser sa consommation. On est aujourd'hui, depuis le Grenelle de l'environnement et la transition énergétique, face à des enjeux de réduction des consommations énergétiques, et ces objets connectés permettent effectivement de donner plus d'intelligence à la donnée et surtout de redonner la valeur d'usage là où chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé devant un compteur, et même moi dont c'est le métier, en train de se dire « Oh là là, mon Dieu, il ne me communique pas beaucoup ». Voilà, donc ça permet de donner de l'intelligence à la donnée, ça permet d'aider au pilotage des consommations, ça permet de fournir au travers d'IHM adaptés, je dirais, des services qui permettent à chacun d'entre nous de se dire « Ah, voilà combien je consomme et combien je devrais consommer si je me réfère à la moyenne de mes comparables ». Ça permet aussi pour des thermostats qui s'est pas retrouvé face à un guide d'utilisation de thermostat en se demandant « Mon Dieu, comment je vais faire pour le programmer ?» On le programme une fois et la deuxième fois, on ne le programme plus parce qu'on se dit « Oyoyoy, j'y ai passé trop de temps la dernière fois. Un thermostat connecté, voilà, vous avez une IHM et c'est simple comme un jeu d'enfant, vous programmez votre thermostat. Ça vous permet de le déclencher à distance. Voilà, vous savez que vous allez arriver finalement plus tard à la maison, vous faites en sorte de faire démarrer votre chaudière 2 heures plus tard, vous partez en week-end, vous avez la chance d'avoir une maison de campagne, vous déclenchez quand vous partez de Paris et en intégrant le temps de bouchon, vous déclenchez votre chauffage à distance. Voilà, tous ces services permettent, un, de mieux connaître et mieux comprendre sa consommation, deux, d'être en capacité d'agir de façon à la réduire, à maîtriser son budget et donc à aller... Et donc à réduire effectivement son budget énergie. Alors ce sont les 2 premiers services que nous commercialisons. Effectivement, nous avons d'autres choses qui sont sur le radar. À partir du moment où on est capable de connaître la température dans un logement, le niveau de consommation, on va être assez rapidement capable, en croisant ces données avec des données externes, de météo, de vitesse du vent, de conseiller nos clients sur la performance énergétique de leur bâtiment, de leur appartement. De leur dire, bon, vraisemblablement, vos ouvrants, vos fenêtres, vous devriez regarder et faire venir quelqu'un parce que manifestement vous avez des niveaux de déperdition qui sont importants. Voilà, et donc d'aller vers un conseil de plus en plus personnalisé qui va permettre à l'occupant, à notre client, d'agir, s'il en a envie toutefois, de façon à améliorer la performance énergétique de son habitat. Dans ce cadre-là, vous travaillez avec des startups, Netatmo notamment. Vous n'êtes pas opposé à travailler avec Google non plus, avec son fameux thermostat Nest? Alors aujourd'hui, toutes les solutions que nous avons développées sont des solutions que nous avons développées en interne. Maintenant, si vous parlez de l'écosystème, effectivement, nous parlons avec un certain nombre de startups dans le domaine. Vous avez cité Netatmo, oui, nous sommes en contact avec eux. On parle avec tous les acteurs du domaine, je dirais sans discrimination. Mais conscient aussi de ce qui est cher pour nous, ce qui crée la valeur dans le business model, qui est donc quelles sont les données sur lesquelles nous, on veut offrir un service à notre client. Et après ça, il y a un moment donné, on est capable aussi d'ouvrir nos applications, d'ouvrir nos plateformes de façon à offrir un service plus en profondeur pour nos clients. Très bien. Autre domaine où le monde connecté modifie la donne, c'est l'assurance. Amélie Oudéa-Castéra chez AXA, donc leader d'assurance. Assurance automobile, assurance habitation, assurance santé. On en parle beaucoup des objets connectés pour mesurer le nombre de pas qu'on fait, sa santé. Alors je voudrais tout de suite qu'on aborde le domaine de la santé, parce que vous m'avez dit de ce côté-là, aujourd'hui en France, tout ça a été très cadré et on ne peut pas relier un objet connecté de santé à un contrat d'assurance santé. Ce qui n'est pas le cas partout, apparemment. Oui, tout à fait. Là, on est face à une vraie distorsion en fait, de concurrence entre la France, en tout cas, et ce qui peut se faire aux États-Unis. En France, il y a un cadre qui est aujourd'hui très protecteur, très attentif au fait que les assureurs ne puissent absolument pas tarifer le risque et donc le prix d'une complémentaire santé en fonction de l'état de santé d'une personne. Ça correspond tout à fait au corpus de valeurs qu'on a en France. La santé n'est pas un bien marchand et
Dans cette logique-là, le législateur, à travers la loi E20, a vraiment créé une muraille de Chine. On peut tarifer des complémentaires santé en fonction de l'âge d'une personne, mais absolument pas en fonction de son état de santé. La situation aux États-Unis est très différente et vous avez par exemple l'émergence d'une start-up très performante qui est vraiment dans les codes du web, le plus moderne qui soit, et qui aujourd'hui propose une offre de complémentaire santé complètement nourrie par la dynamique des objets connectés et qui permet par exemple, à travers des petits capteurs de type Fitbit ou le Pulse de Withings, l'équivalent de leur solution aux États-Unis, de faire compter le nombre de pas réalisés par les gens. S'ils sont au niveau de 10 000 pas par jour, ils peuvent économiser jusqu'à $1 de prime d'assurance sur leur complémentaire santé chaque jour, dans la limite de $240 à l'année, ce qui est un montant in fine énorme. Donc on voit bien se mettre en place, avec cet exemple qui commence à bien se faire connaître de Oscar, ce mouvement d'une santé connectée qui a un impact direct sur le prix des couvertures d'assurance aux États-Unis. En France, on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, très loin de cette situation. On s'aperçoit qu'il y a un goût pour le quantified self, l'utilisation d'objets connectés qui vous permettent de suivre votre rythme cardiaque, le dénivelé, votre nombre de pas, les calories que vous consommez, etc. Mais en rien de faire le lien avec les contrats d'assurance. Donc, dans un premier temps, pour l'instant, tant que ça ne bouge pas en France du côté de la loi, vous n'irez pas dans cette direction-là du tout? Non, alors ce qu'on a essayé de mettre en place récemment, c'est une initiative conjointe avec Withings, où en fait, à toutes les personnes qui, chez nous, faisaient l'acquisition d'une couverture santé sur le web, on leur offrait, après l'acquisition de cette couverture santé, la faculté de commander un Pulse. Et derrière, ils peuvent s'inscrire à un jeu concours qui permet de mesurer leur nombre de pas et qui ensuite, ce sont des données qui sont agrégées par Withings et les vainqueurs, ceux qui font ce concours des 7000 pas par jour ou bien de la recommandation de l'OMS de 10 000 pas par jour sur une durée d'1 mois, peuvent derrière recevoir des chèques de médecine douce ou des prix sur les objets de Withings. Donc là, on veut, nous, à travers ça, répondre à une attente sociétale sur ce thème du quantified self, tout en étant extrêmement respectueux de la législation, donc avec aucun lien tarifaire avec nos contrats, mais en même temps en permettant à ceux qui prennent soin de leur santé d'avoir des avantages de type non tarifaire ou des services additionnels ou des réductions sur d'autres biens que la couverture santé. Très bien. Alors, et dans l'assurance automobile, est-ce qu'on va avoir une personnalisation vraiment poussé à l'extrême? Idem pour l'habitation, parce que je crois que ce matin, vous devriez également parler de certains partenariats que vous allez nouer dans le domaine d'habitation. Oui, tout à fait. Un petit mot sur la voiture. Je pense en effet que là, il y a un terrain très prometteur que certains assureurs, dont AXA, il y en a d'autres, Allianz notamment, ou l'une de nos filiales qui est Direct Assurance, qui commence donc à mettre en place des vraies polices de type télématique qui permettent à travers soit la pose d'un boîtier, soit un smartphone dans la voiture, de suivre en fait le comportement de conduite des différents automobilistes qui souhaitent, sur le volontariat, s'engager dans ce type de démarche. Aujourd'hui, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le prix que vous payez pour votre assurance auto, il est certes fonction de votre ancienneté de permis, de votre bonus-malus, de la voiture que vous conduisez, mais il est aussi, à partir de ces critères-là, fonction des accidents qu'ont eu tous les gens qui vous ressemblent le plus par rapport aux 3 caractéristiques essentielles que je viens de pointer du doigt. Ce qui signifie que, après, selon que vous ayez peu ou beaucoup d'accidents, en dehors de l'impact qu'on vient de mentionner sur l'aspect bonus-malus, vous allez être tarifé au profit des gens qui vous ressemblent, des look-alike, du cluster de risques qui vous correspond. Là, l'intérêt, c'est qu'on va rentrer dans une approche plus fine de mesure de votre comportement de conduite et on ne va plus prendre en compte pour évaluer votre profil de risque
peut-être l'accident que oui, une fois dans l'année, parce que voilà, ça arrive à tout le monde, vous avez pu avoir de votre faute, mais on va tenir compte de la façon dont vous conduisez au quotidien, de quel est votre profil de conduite, de freinage, d'accélération, etc. Donc ça existe déjà ? Alors aujourd'hui, ça existe déjà. Et chez vous, chez AXA Direct ? Alors, nous, on a ce dispositif à travers un smartphone, une application qui s'appelle AXA Drive et qui permet à chacun, sur la base du volontariat, comme ça, d'avoir une appréciation de son profil de conduite. Alors, et de pouvoir jouer économiser avec le combien score de avec, conduite. si je suis un très très bon conducteur ? C'est toute la question. Aujourd'hui, la difficulté qui se pose, c'est que bien souvent, c'est pour des jeunes, ou ce qu'on appelle dans notre jargon, pas toujours très élégant, des profils de risque aggravés qui vont avoir intérêt à utiliser ce type de dispositif. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être mis dans les clusters que j'évoquais tout à l'heure, auxquels correspondent des tarifs d'assurance élevés. Mais si un jeune conducteur, qui peut-être n'a que 6 mois de permis, mais est un très bon conducteur, il va pouvoir retourner cette présomption de risque qui est l'étiquette que lui colle l'assureur et montrer que lui, il a beau avoir 18 ans et que 6 mois de permis, c'est un très bon conducteur. Et donc, pour ces profils-là, qui ont tendance au premier round à être mal tarifés, il y a un vrai incentive positif à rentrer dans ce genre de mécanique. Pour d'autres conducteurs, l'incentive reste à affiner, etc. Nous, on n'est pas encore du tout dans cette logique-là. On laisse pour l'instant notre filiale, qui est Direct Assurance, progresser sur la modélisation. Mais clairement, aux États-Unis, c'est devenu complètement monnaie courante. Et évidemment, les assureurs français iront eux-mêmes vers ça, parce que c'est une façon de personnaliser l'offre et les tarifs. Alors, dans l'habitation ? Alors, l'habitation, j'ai envie de dire, moi, c'est vraiment le domaine dans lequel... on est en train de croire le plus parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une énorme appétence des consommateurs pour des objets qui, dans la maison, leur permettent de mieux prévenir le risque d'incendie, le risque d'inondation, le risque de monoxyde de carbone ou le risque, par exemple, d'intrusion. Et là, j'ai envie de dire, presque plus que sur tout autre domaine, il y a vraiment un alignement d'intérêts entre les attentes des consommateurs qui souhaitent être mieux protégés. S'il commence à y avoir un petit risque de fumée, ils préfèrent qu'on arrête ça vite fait plutôt que ça dégénère en un incendie qui détruise leur maison et tous leurs biens personnels. Et les assureurs qui, bien évidemment, eux aussi, ont intérêt à cette prévention. Donc là-dessus, on est sur vraiment un domaine extrêmement prometteur où les études qu'on peut faire montrent que, après les fournisseurs d'énergie, qui sont les premiers mieux perçus par les consommateurs, les assureurs sont perçus comme extrêmement légitimes pour concevoir, en appui des objets connectés, des services qui permettent derrière une meilleure prévention et là aussi une meilleure individualisation de l'offre. Alors vous allez partir avec quel partenaire ? Parce que par exemple, GDF Suez peut partir avec Netatmo, Nest qui fabrique, Google qui fabrique des détecteurs de fumée là, mais qui vont être obligatoires dans nos maisons à partir du mois d'avril. Vous partez avec quelle start-up ? Vous m'avez dit certaines sont au CS Las Vegas. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu vraiment ce carton plein de certains des acteurs de la French Touch il y a 10 jours. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir signé un Memorandum of Understanding avec MyFox, qui est un dispositif de caméra dont un certain qui vient d'être lancé, un produit qui permet de vraiment détecter les risques d'intrusion à travers des capteurs très fins qui sont mis sur les ouvrants, les fenêtres, les portes, etc. On travaille également avec une start-up nantaise très prometteuse qui s'appelle Keywatch sur des dispositifs de vidéosurveillance. Et le troisième acteur avec lequel on a signé un MOU, c'est Withings, dont vous avez probablement suivi la nouvelle innovation, qui est Home, qui est une nouvelle caméra, là aussi d'un genre nouveau, avec un petit capteur de qualité de l'air dans la maison. On a aujourd'hui aussi des discussions assez avancées avec Philips du côté de l'ampoule connectée et également des pourparlers qui sont très avancés au bord de se conclure avec Orange, avec leur dispositif MyPlug qui nous permettra aussi de progresser sur la maîtrise du risque inondation. Ce qui est très intéressant à travers ça, c'est qu'on voit que, et j'ai beaucoup aimé les expressions utilisées dans les deux précédents témoignages, de plateforme ouverte. Je pense que tous on est sur cette logique-là, de plateforme ouverte, d'API,
de partenariat et de construction d'un écosystème qui permette d'additionner un peu dans une logique best of breed les savoir-faire de chacun. AXA n'a pas du tout l'intention d'aller dans la fabrication d'objets connectés. On a les meilleurs en France pour proposer ce type de device. Ce qui est important pour nous derrière, c'est de bâtir une infrastructure ouverte permettant à travers les applications mobiles que nous mettons à disposition de nos clients, de leur servir, de faire en sorte que cette application mobile soit une sorte de télécommande permettant d'activer à distance la mise on-off de ces dispositifs, capteurs d'inondation ou capteurs de monoxyde de carbone ou capteurs de fumée. Donc vraiment, dispositif d'API, ce rôle de hub joué par notre application mobile, et puis surtout, parce que c'est quand même ça tout l'intérêt de ces objets connectés, une logique de service en aval qui repose très largement sur AXA Assistance, qui est notre filière en fait d'assisteurs et qui permet, dès qu'il y a la détection de ces risques d'incendie, monoxyde de carbone, etc., de dépêcher sur place des personnes, soit pour interrompre le dommage avant qu'il se généralise, qu'il se propage, soit pour opérer la levée de doute en cas de risque d'intrusion. On voit qu'on a vraiment une logique très intégrée jusque là-bas. Sur ce segment-là, hein. Il y a la Poste aussi qui voudrait être le hub de la maison, qui proposait il y a à peu près 15 jours d'être le grand hub numérique de la maison pour se centraliser sur, en l'occurrence c'était sur des tablettes Arcos de mémoire ou des dispositifs Arcos. Vous êtes Mais aujourd'hui, on va lancer un POC avec cette solution de la Poste sur leur plateforme ouverte qui permettra à nos développeurs de continuer à proposer des services innovants à travers quelque chose de très intégré. Et toujours dans cette logique un petit peu d'impulser l'innovation, les services innovants, on fait en fin de semaine prochaine avec Microsoft un hackathon sur les objets connectés qui permettra à toutes les équipes en fait, internes et externes d'AXA de travailler sur le développement à partir de ce type de plateforme à la mode La Poste, de développer ces services innovants. Parfait, très bien. Merci beaucoup Amélie. On a parlé assurance auto, voiture connectée. Voiture connectée, on se tourne vers vous, Pierre Jaladi, directeur marketing de BMW. Alors vous m'aviez fait remarquer que maintenant, les constructeurs automobiles, ils vont au CES Las Vegas, ils présentent leur véhicule sur ce salon de l'électronique grand public, hein, ils ne vont pas au salon de l'auto. Et vous avez montré, là, donc, du 6 au 9 janvier, une BMW qui se gare toute seule dans le parking, qui sort de sa place, qui rejoint son conducteur, qui attend tranquillement et qui la commande depuis sa smartwatch. Aujourd'hui, bon, on n'a pas encore ça pour tout le monde. Vous, aujourd'hui, c'est plutôt l'appli mobile et ce que vous visez, c'est plutôt le confort de l'utilisateur, avant tout. Alors, quel type de service a-t-on sur cette BMW connectée? Alors effectivement, la voiture, hein, c'est un produit qui est depuis longtemps connecté. C'est un outil de mobilité et sur lequel il y a eu de vrais besoins de connectivité à la fois de la part des utilisateurs, mais aussi de la part du constructeur pour se différencier. Très clairement, c'est un outil de différenciation. Je vais citer deux services que j'ai utilisés ce matin qui vont peut-être vous parler. En regardant le thermomètre ce matin, j'ai vu qu'il faisait un peu frais, donc grâce à mon téléphone, j'ai pu conditionner à distance ma voiture pour arriver à avoir la voiture à température avant de pouvoir monter dedans, donc ce qui était très agréable. Et après, quand je l'ai prise, je me suis rendu compte que voilà, j'étais un petit peu en retard. Et j'avais rendez-vous ici à 9h15 et qu'il a fallu, il y avait beaucoup de trafic. Et on a un système de navigation qui nous permet d'agréger un certain nombre de données en temps réel pour proposer des trajets alternatifs durant tout le parcours. Et donc j'ai proposé 7 parcours alternatifs durant mon trajet pour optimiser mon temps et permettre qu'on arrive à temps, d'arriver à temps à cette Alors conférence. vous me disiez dans ce GPS optimisé, vous allez au-delà de ça, même maintenant dans cette voiture, le GPS propose des fois de quitter la voiture, de la garer et de prendre le transport en commun. Exactement, on arrive finalement à l'interconnexion au maximum, c'est-à-dire que la voiture va vous proposer, si vous souhaitez arriver à l'heure à cette conférence et que vous habitez de l'autre côté de Paris, et vous mettez la date impérative d'arrivée, la voiture va vous proposer des solutions alternatives de transport et elle va vous dire, si vous voulez être sûr d'être à l'heure, la meilleure manière c'est de vous garer à la gare et de prendre directement le train pour arriver, ou le métro, pour arriver à votre destination. Alors, cette voiture, donc, elle communique, parce qu'en fait, elle embarque une carte SIM, elle est connectée en 3G, 4G, j'imagine. Et vous ne voyez pas du tout donc, ce canal-là, parce qu'on sait que Google travaille à la voiture autonome, qu'on va avoir une voiture qui va se conduire sans qu'on regarde ce qu'elle fait.
Alors, on soupçonne Google de vouloir mettre les gens devant des écrans de publicité pendant que la voiture se conduit toute seule. Est-ce que vous, la publicité dans la voiture, c'est quelque chose qui vous semble naturel et que vous allez faire vers vos clients? Alors, BMW, c'est un constructeur premium. On a testé, pour être tout à fait transparent, c'est des choses qu'on a testées pour voir les technologies, comprendre. Il y a 2 tabous sur lesquels on ne souhaite pas aller, en tout cas à ce stade, et c'est une position extrêmement forte qui a été prise notamment à Las Vegas. La première, c'est la publicité dans la voiture, et deuxièmement, c'est le partage des infos des conducteurs et des passagers dans la voiture de la part du constructeur. Après, si l'un des conducteurs souhaite lui-même pouvoir proposer ces données, c'est des choses évidemment qu'il a tout à fait le droit de faire, mais en tout cas, en tant que constructeur, c'est des choses qu'on s'interdit de faire, puisque la voiture reste un lieu privé. Très bien. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de tester vos modèles électriques, je crois. Oui, alors je vous invite vraiment à tester deux véhicules électriques, la BMW i3, donc notre petite citadine entièrement électrique, et une autre réponse de BMW dans l'univers automobile, c'est notre supercar l'i8, une très très belle voiture, qui est une voiture hybride et qui sont disponibles à l'essai. Donc vraiment, n'hésitez pas à les essayer. C'est uniquement pour des raisons de Vigipirate qu'il y a les voitures. Vous êtes escortés à aller à ces voitures, mais vous êtes vraiment le bienvenu pour pouvoir les essayer et tester le plaisir de conduire électrique dans des univers restreints comme le quartier où nous sommes ici. Merci beaucoup. Premier objet connecté, le mobile, c'est ce que vous me disiez, Philippe Hartel, vente privée. Vous avez développé, vous, alors on connaît Vente Privée, c'est le site de vente événementielle, le poids lourd en France, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 1,7, désolé, en 2014. 6% de croissance. Très bien. Et nouvelle activité, maintenant, vous mettez en contact vos abonnés, vos membres, avec le client de proximité, en partant du principe que le produit qu'ils cherchent, il n'est pas dans un entrepôt chez Amazon, il est en bas de chez eux, dans le commerce de quartier. Alors vous avez utilisé pour ça le mobile, votre base d'abonnés mobiles, donc vous avez 7 millions aujourd'hui de personnes qui ont téléchargé l'app Vente Privée, et vous avez mis en place le beacon chez ces commerçants pour pouvoir... Alors le beacon, je crois que vous en avez un sur vous, vous avez installé ça chez 1500... Ah, je suis désolé, vous me l'avez montré tout à l'heure, c'était juste pour que les gens... Voilà, ce petit truc-là, ça a été envoyé à 1500 commerçants et ça leur permet d'envoyer des messages ciblés pour annoncer des promotions aux clients qui passent dans la rue via Bluetooth. Exactement. En fait, on est parti d'un grand constat. Déjà, c'est que Vente Privée fait déjà 40% de son chiffre d'affaires via le mobile. Donc ce n'est jamais que 700 millions d'euros qui passent par le mobile. Donc on s'est dit, ça fait quand même beaucoup de monde, il se passe des choses. Et on voit que l'impact du mobile au quotidien est important, puisque le meilleur compagnon de notre quotidien reste quand même le téléphone mobile. Donc pourquoi ne pas, je dirais, proposer à notre audience, qui est énorme, puisqu'elle correspond à peu près à 3 millions de personnes par jour qui viennent sur notre homepage, de venir visiter des commerces physiques, puisque chaque jour, nous ne faisons que 100 ou 150 000 commandes par jour via le web. Donc j'ai 2 700 000, 2 800 000 personnes par jour qui n'achètent pas. Et à ce moment-là, je peux leur dire, mais vous savez que vous avez des magasins sympas autour de vous, physiques. Pourquoi n'iriez-vous pas vous promener dans ces magasins? Et à ce moment-là, on peut vous proposer des offres. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, par rapport à notre audience, de pouvoir proposer d'autres offres que celles du web sur le commerce physique de proximité. On sait que tout demain partira de la géolocalisation locale, tout partira du local, et puis après, il y aura une arborescence de visites qui iront de Internet au magasin physique et réciproquement, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. C'est pas click hors mortar, c'est click on mortar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et on ira se promener à son gré, sans intrusion, je le précise, puisqu'en fait, on n'aurait pas 3 millions de membres par jour qui viennent sur la toile. Si on était dans l'intrusion, le client est roi, il est libre. C'est l'offre qui fait le buzz, c'est l'ergonomie, c'est l'accueil, c'est le bonjour, c'est le service client, c'est une offre. Et aujourd'hui, je pense que nos commerçants physiques ont besoin d'avoir du trafic, ont besoin de dynamiser leur offre, et nous, grâce à notre audience, on est capable de leur proposer ce lien entre ce qui est immatériel et un lieu physique qui représentait
quel que soit le statut du commerçant. Il peut être indépendant, succursaliste, commerce associé, franchisé, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, on drive to store, on mobile to store cette audience vers ces magasins physiques par une simple utilisation de l'appli, donc le Pass, qui est la partie donc physique de vente privée, en disant bienvenue à Boulogne. Vous savez que vous avez un boucher qui est en train de faire une opération très intéressante, où vous passez devant lui parce que le beacon est l'outil qui permet de faire ça. On reçoit une notification sur écran noir, puisque en fait ça marche avec le Bluetooth, et directement vous êtes relié à une offre près de chez vous. Vous ne voulez pas l'avoir tout de suite, vous la stockez, vous la ressortez vendredi quand vous repasserez à Boulogne après votre travail. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est important, puisqu'en fait, on a aujourd'hui 6 millions de porteurs d'appli, ce qui est quand même pas mal. On a 1,5 million de personnes par jour qui se servent de cette appli. On peut estimer que cette audience exceptionnelle peut être au service du commerce physique aujourd'hui et demain. Avez-vous des chiffres déjà alors? Donc 1500 commerçants, vous me disiez. Donc on a 1500 beacons en circulation en quelques semaines. Je dis bien quelques semaines parce que le chiffre tous les jours augmente. Vous avez débuté en octobre-novembre, je crois, à déployer. Alors en octobre, oui, on était sur des premières versions. Donc on démarre, oui, en effet, c'est depuis le dernier trimestre. Donc tout s'accélère. Hein. On a quand même 6 millions de porteurs d'appli. C'est quand même énorme. On a un taux de transformation qui est assez important, puisque aujourd'hui, on peut estimer que les gens qui transforment via le beacon correspondent à peu près à 6% du trafic global de nos porteurs d'appli, ce qui est quand même énorme. On augmente le panier moyen grâce au beacon. Alors il y a des gens qui sont déçus par le beacon, parce que je pense qu'ils ont été trop technophiles, voilà, beaucoup trop de bugs sur certaines personnes, puisqu'en fait, je crois qu'ils n'ont pas compris que c'était l'usage qui comptait et il fallait se pencher sur l'usage. Donc j'ai vu qu'il y avait l'usage par Seb, il y a l'usage par AXA, par tout le monde. On est tous dans l'usage et je pense que beaucoup de gens font des erreurs en étant trop technophiles et pas dans l'usage, alors que c'est l'usage qui prime. La techno, elle ne vient qu'appuyer derrière une démarche liée à l'usage et pas le contraire. Encore faut-il que cette techno marche, ce qui n'est pas toujours, et qu'elle soit fiable, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais parce que nous, vous voyez, on a mis 1 an à trouver le beacon sans bug et de monter la plateforme aussi beacon, parce qu'on a une plateforme où là, depuis mon téléphone, je suis capable, si j'avais des beacons sur tous les magasins des Champs-Élysées, ensemble, on pourrait mettre une offre immédiatement sur l'ensemble des Champs-Élysées. 20 minutes après, elle est en marche dans la rue pour le consommateur physique. Très bien. Alors, cette question de la technologie et de sa réussite d'arriver à la débugger, je vais me tourner vers Isabelle Collin. Alors, vous défendez une cause difficile en ce moment. Vous êtes entrepreneur et vous avez créé la société écologique qui fabrique des lunettes connectées. Alors, hier, c'était le dernier jour de commercialisation des lunettes Google Glass. Qu'est-ce que ça fait d'être comme ça, soudain, toute seule? Alors, bonjour à tous déjà. Depuis tout à l'heure, un mot qui revient très très régulièrement, c'est le mot Google, dans tous les domaines. Pour moi, le fait que Google Glass se retire du marché, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que déjà, on n'était pas concurrents, on n'est pas du tout sur la même technologie, parce que Google Glass, c'est de la vision tête haute, et nous, on est vraiment dans la réalité augmentée, donc affichage dans le champ de vision naturelle. Google a préféré pour l'instant se retirer provisoirement du marché, retravailler son produit. Ils savaient qu'ils avaient quelques difficultés, surtout principalement liées à leur batterie. Et également, le produit n'a pas été adopté par le public. À 1500 $, on peut comprendre quand même. Je ne vais pas polémiquer dessus. Je suis pas là pour critiquer leur politique commerciale ni leur choix technique. Je préfère qu'on parle d'un produit qui est français, qui a une technologie qui est nettement supérieure, parce qu'en général, les gens connaissent très très bien les Google Glass. On nous compare très souvent à eux. La France est de loin le meilleur pays en réalité augmentée, ça il ne faut pas l'oublier. Donc nous, au niveau d'écologique, déjà on est une start-up, on existe depuis 5 ans, c'est aujourd'hui notre 5e anniversaire d'ailleurs, je m'en suis rendu compte ce matin. On est spécialisé en géolocalisation, en GPS, en éco-conduite, et on a été les premiers à faire l'étude comportementale de conduite dont vous parliez tout à l'heure. Et on a commencé à réfléchir il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant sur l'avenir de la mobilité. Donc l'avenir de la mobilité, déjà on a vu l'évolution avec le smartphone
Il y a 10 ans, on n'imaginait pas qu'on pourrait téléphoner dans la rue. Enfin, je dis 10 ans, maintenant, ça fait peut-être 15 ans. On ne se voyait pas téléphoner dans la rue, utiliser son téléphone comme on peut utiliser son ordinateur. Et finalement, on a vu l'évolution. Maintenant, plus personne ne peut se passer de son smartphone. Force est de constater, c'est que les gens maintenant marchent dans la rue, mais regardent leur smartphone, ils ne regardent plus ce qui se passe devant. Donc il serait peut-être temps aussi de ramener les gens à regarder devant eux, se regarder un petit peu tous. Et au niveau des lunettes à réalité augmentée, nous, ce qu'on a pu voir à ce niveau-là, c'est qu'on pouvait rendre les mains libres, quelle que soit la condition de mobilité, et surtout qu'on pouvait apporter un plus au niveau sécurité et au niveau communautaire, pouvoir apporter un maximum d'informations à notre utilisateur final. Alors, quels usages pour ces lunettes vous voyez? Moi, en discutant avec vous, j'ai eu le sentiment que c'était surtout et d'abord améliorer les processus existants. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un accident, je rentre les lunettes connectées. Alors, je ne sais pas si AXA avait testé ça, les Google Glass, pour quand on vient d'avoir un accident, il faut qu'on soit accompagné pour remplir ce constat, parce que c'est toujours une situation stressante. Il y a des photos à prendre éventuellement, parce que les gens ne sont pas toujours forcément honnêtes en face de nous. Et est-ce que vous aviez testé cette aide, Amélie? Non, on ne l'avait pas testé. Ah, très bien. En revanche, je pense que comme tous les acteurs, on suivait de près l'actualité autour de ces lunettes. Il y a eu pas mal d'annonces dans notre secteur banque-assurance sur plusieurs acteurs qui ont testé un petit peu ces lunettes. Voilà, aujourd'hui, on entend parler de drones pour suivre la réalisation d'une expertise, ou quand vous avez un accident de voiture, hop, le petit drone vient et vient vous aider à faire les photos, et tout ça est envoyé à votre... Donc voilà, on n'arrête pas le progrès, on verra. Je pense qu'on ne peut pas toujours tout tester. Il faut aussi parfois en laisser certains à côté avancer. Alors et justement, en tirer les Isabelle. conséquences. Puis il faut nous laisser de la place, il faut qu'on ait le temps de vous les montrer. Alors, donc, vous aviez pensé à cette idée-là, donc c'est quelque chose qui est dans vos cartons, mais il y avait plein d'autres idées. Donc nous, on a réfléchi, déjà premièrement sur la navigation, puisque c'est notre métier premier. Donc alors là, pour les coursiers, oui, effectivement. Par exemple, pour les coursiers, on a commencé d'abord par une application GPS, mais en se disant, si on fait simplement un GPS comme il existe actuellement, ça ne va pas beaucoup avancer. Donc on a retravaillé complètement l'application GPS en faisant directement un fléchage au sol. Et surtout en y rajoutant un système communautaire de façon à pouvoir prévenir des dangers sur la route. Donc on connaît le système radar. Et là, l'inconvénient, c'est que quand vous arrivez, par exemple, dans un virage, s'il y a une flaque d'huile ou alors s'il y a un accident, il y a un animal mort, jusqu'à présent, soit vous étiez en prévention et vous arriviez en toute tranquillité avec le pied au-dessus du frein, soit vous étiez surpris et ça pouvait entraîner un accident. Là, le but, c'est de pouvoir vous donner ces informations en amont. Donc avec les utilisateurs qui vous auront précédé. Mais ce qu'on discutait tous, chacun de notre tour, c'est de pouvoir ouvrir des plateformes et les enrichir avec des informations. Donc là, avec les lunettes, c'est exactement le même cas. Très bien. D'autres applications, je crois, il y en a d'autres. Alors, assurance, banque... Là, on peut aller dans tous les domaines d'application. Je dirais que seule notre imagination va nous arrêter. Donc là, on peut aller dans la banque, on peut aller dans l'assurance, on peut très bien travailler avec GDF, on peut très bien travailler avec vente privée ou avec BMW. Et avec SEB peut-être pour faire... Parce que c'est un peu concurrent de... J'allais justement finir avec SEB en donnant un exemple. Donc là, on voyait tout à l'heure, vous expliquiez, là, finalement, vous avez un invité supplémentaire, votre autocuiseur recalcule directement les ingrédients, il vous manque un ingrédient. Avec les lunettes, vous pouvez très bien voir le commerce de proximité où vous pouvez aller chercher le dernier aliment. Mais en même temps, on peut vous montrer... Si vous avez besoin pour cette recette de faire une partie en manuel, on peut très bien vous faire l'affichage dans les lunettes exactement comment le faire. Tout le monde n'est pas né cuisinier, et heureusement pour nos grands chefs. Et notre technologie, si on peut l'exporter, vous en parliez aussi également, vers l'international, c'est aussi ce qui fait notre culture et notre réputation. Donc c'est un des exemples avec les lunettes qu'on va pouvoir améliorer au quotidien. Très bien. Isabelle, je vais obligé de vous couper parce qu'on se rapproche de la fin. Moi, j'aurais voulu vous poser à tous la question de tout ça, ça fait beaucoup de données. Jean-Pierre, je vais juste me permettre une chose. Je vais juste vous donner le nom des lunettes parce que sinon vous allez retenir Google Glass. Les lunettes s'appellent Hilary. Alors pourquoi? C'est un petit clin d'œil aux États-Unis et par rapport à Google. Parce que Hilary est le prénom le plus en vogue aux États-Unis. C'est pour ça qu'elles s'appellent comme ça, puisqu'au départ, elles avaient un autre nom qu'on a dû retirer puisqu'on nous l'a demandé. D'accord. Et la marque, c'est Eco et Logic. Alors, Eco et Logic, les lunettes s'appellent Hilary. Donc tout ça, ça va faire beaucoup de données, des plateformes ouvertes, tout ça. Quelle est la confidentialité
quels vont être le traitement réservé à toutes ces données des particuliers qui vont soudain se mettre à déferler dans des plateformes web? Quelles sont les précautions que vous allez prendre? Est-ce que vous êtes déjà conscient de ça? Et en matière de relations clients, comment allez-vous utiliser, alors c'est une autre question, toutes ces données pour améliorer la relation client? Qui veut se lancer? Isabelle? Nous, on a déjà signé une charte par rapport au respect de la vie privée. Parce que dans les lunettes, il y a effectivement une caméra, parce qu'on en a besoin pour la technologie GPS, mais également pour d'autres applications, par exemple dans les visites de musées. On s'est engagé vis-à-vis de nos utilisateurs finaux à ce que vous allez pouvoir filmer ou photographier, ça remonte dans vos smartphones et non pas dans nos serveurs. Toutes les informations qui peuvent être utilisées, par exemple, vous allez prévenir qu'il y a un accident, ça remonte, mais de façon anonyme. Vos données vont être exploitées, mais pas votre nom. Là, c'est la technologie qui est au service de l'humain et pas l'humain qui est au service de la technologie. Très bien. C'est vraiment le but de ces produits-là. Amélie, chez AXA, qui se présente de plus en plus, utilise souvent le terme Big Data Company. J'ai entendu ça dans certaines présentations. Pour nous, c'est un enjeu, c'est vital. C'est-à-dire d'arriver à recréer de la confiance autour de cette thématique-là. On a fait, nous, récemment... on a un observatoire des attentes clients qui s'appelle l'observatoire AXA Votre Service, avec un zoom sur les objets connectés, qui montre des choses assez inquiétantes sur les craintes des consommateurs face à ces objets connectés, qu'ils voient comme un risque d'atteinte en effet à leur vie privée d'une part, et d'autre part de déshumanisation de la relation. Donc on sait qu'on est dans un terrain difficile. Et je pense que là encore, il y a probablement la santé qui est quelque chose de très à part, sur lequel, et dans le cadre de l'expérimentation Pulse que j'évoquais tout à l'heure, je le répète parce que les gens ont toujours des craintes par rapport à ça ou des mauvaises interprétations. AXA était complètement blind par rapport aux données qui communiquaient uniquement entre les devices des consommateurs et la compagnie Withings, sans que AXA ait accès à quoi que ce soit. Donc là, il y a vraiment un territoire qui doit rester un territoire totalement vierge. En revanche, dans la maison, l'essence même du service est d'avoir accès à la donnée et de pouvoir l'utiliser pour derrière actionner des services d'assistance sur place. Donc là, ce qui est important à mon sens, c'est déjà de travailler beaucoup sur les CGU, les conditions générales d'utilisation, d'être extrêmement clair avec les consommateurs sur qu'est-ce qui sera utilisé et surtout de leur laisser la capacité d'être on-off. On a parlé beaucoup de dispositifs de vidéosurveillance tout à l'heure. La liberté individuelle, c'est la capacité que tout un chacun a de couper le service quand lui le décide. Ouais, j'ai une petite question quand même sur ces caméras, là, toutes ces vidéos. Ça va être, on sait qu'il y a des hackers partout. On a le sentiment qu'il y a la possibilité de prise de main à distance de ces caméras. Oui, je pense qu'aujourd'hui, si vous interrogez les CEO de sociétés comme AXA, la principale... Vraiment, ce qui les angoisse, les empêche de dormir, c'est la sécurité informatique. Aujourd'hui, ça, à un moment où on vit quand même quelque chose de très paradoxal, on doit être sur des systèmes de plus en plus ouverts vers l'extérieur, plateformes ouvertes, API, etc., au moment même où les risques d'intrusion par des hackers ou des risques associés à notre sécurité n'ont jamais été aussi forts. Donc il y a une espèce d'équation très compliquée à réussir, qui est un vrai challenge aujourd'hui, très compliqué. Sur la protection des données, chez Seb, est-ce que pour vous... je crois que tout a à peu près été dit. On est exactement dans cette optique-là. C'est qu'effectivement, il faut en même temps être ouvert et il faut en même temps avoir une sécurité de la donnée qui soit très très importante. Donc c'est compliqué. On sait on a vu encore récemment avec les différents Facebook, etc., etc. Donc on est très sensible à ça. Très bien. Ceci étant, il y a quelque chose qui a été dit au début qui est aussi très intéressant, c'est que la France est un pays où on est particulièrement sensible à ça. Et c'est sûr qu'en termes concurrentiels, quelque part, c'est aussi un problème. Parce qu'effectivement, quand on voit tout l'univers anglo-saxon est beaucoup moins sensible à cette idée de la data qui doit être... protégé, etc. Les conditions générales d'utilisation ont l'air beaucoup plus larges. Voilà. Et c'est un vrai problème. Donc on est un peu entre les deux. On est un peu entre le fait que pour qu'un système soit efficace, il va falloir qu'il ait de la donnée. Et le service qu'on va amener au consommateur va être d'autant plus intéressant
qu'il va y avoir de la donnée. On parlait de la santé, c'est pareil, la santé et l'alimentation, on sait que c'est des choses qui sont très très liées. Mais je crois que vous allez commercialiser des packs santé. Oui, on a une application santé sur notre friteuse sans huile. Est-ce qu'on peut imaginer des actions entre un assureur santé et... On peut imaginer beaucoup de choses. et c'est là qu'effectivement, bon, il y a tout on devient assez vite gris. Bon, surtout en France avec la protection des données, beaucoup moins aux États-Unis. On a vu tout à l'heure avec les possibilités de commercialisation de services qui existaient, qui ne sont pas possibles en France. Donc c'est un problème. Et de l'autre côté, il faut être clair qu'il y a une sensibilité du consommateur vis-à-vis de ça. Je crois que c'est quelque chose qui va être un processus un peu éducatif, de se rendre compte que effectivement, bien. Plus on donne, plus on reçoit, quoi, quelque part. Donc, effectivement, il y a cet intérêt à utiliser de la donnée pour pouvoir avoir du service qui soit du service intéressant. Mais je crois que la confidentialité des données, ça va rester une thématique qui va être une thématique hyper importante et hyper chaude. Très bien. Philippe Rouvelet, ce sera le mot de la fin. C'est la fin de cette table ronde. Je vous remercie toutes et tous. Merci bien. On peut les applaudir. Merci.